Candide. Chapitre 1. L'illusion du bonheur et le paradis perdu. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon que la nature avait doté des mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. On l'appelait Candide. Pourquoi ce nom? Parce qu'il avait l'esprit le plus simple, le cœur le plus pur. Il croyait tout ce qu'on lui disait, sans jamais poser de questions difficiles. Le château était immense. Monsieur le baron était l'homme le plus puissant de la province. Quand il entrait dans une pièce, tout le monde s'arrêtait de parler. Madame la baronne, elle, pesait environ 350 livres. Elle était très respectée pour sa dignité et pour la façon dont elle recevait les invités. Mais le personnage le plus important pour Candide, c'était Pangloss. Pangloss était le professeur de philosophie du château. Il parlait du matin au soir avec une assurance incroyable. Pour lui, tout avait une explication logique et rassurante. Un jour, Candide l'a interrogé pendant une promenade. « Maître, pourquoi le monde est-il ainsi? Est-ce que les malheurs existent ?» Pangloss a souri, il a ajusté ses lunettes sur son nez et il a répondu d'une voix calme. « Écoute-moi bien, mon cher Candide. Rien ne peut être autrement. Tout est fait pour une fin, et cette fin est nécessairement la meilleure. Regarde les nez, ils ont été faits pour porter des lunettes, et c'est pour cela que nous avons des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chaussures. Les cochons sont faits pour être mangés, et nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont dit que tout est bien ont dit une bêtise, il fallait dire que tout est au mieux. » Candide écoutait ces mots avec une immense attention. Il trouvait Pangloss plus intelligent que n'importe quel homme sur terre. Il pensait, « Quelle chance j'ai de vivre ici! Je mange bien, j'écoute le plus grand philosophe, et je vois tous les jours mademoiselle Cunégonde. » Cunégonde était la fille du baron. Elle avait 17 ans. Elle était fraîche, grasse et appétissante. Candide la regardait en secret pendant les dîners. Il sentait son cœur battre très fort quand elle lui adressait la parole. Il imaginait sa vie future dans ce château parfait, sans jamais penser que les choses pourraient changer. Mais le destin est capricieux. Un après-midi, Cunégonde et Candide se sont retrouvés seuls derrière un grand paravent dans le salon. L'air était chaud, le silence était lourd. Cunégonde a laissé tomber son mouchoir. Candide l'a ramassé. Leurs mains se sont touchées. Ils se sont regardés avec une émotion nouvelle. Puis, tout est allé très vite, ils se sont donné un baiser. C'était un moment de bonheur pur, mais il n'a duré qu'une seconde. Soudain, monsieur le baron est entré dans la pièce. Il a vu la scène. Son visage est devenu rouge de colère. Il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas écouté d'explications philosophiques. Il a levé le pied et il a chassé Candide du château avec de grands coups de pied dans le derrière. Candide s'est retrouvé dans la rue, seul, sous la neige qui tombait. Il a marché longtemps sans se retourner. Il regardait le ciel et il se demandait: « Est-ce que c'est cela, le meilleur des mondes? Pourquoi ai-je soudainement tout perdu? » Il avait froid, il avait faim, et pour la première fois de sa vie, il était absolument seul. Il pleurait en pensant à Cunégonde et aux leçons de Pangloss, qui lui paraissaient maintenant un peu plus difficiles à comprendre. Chapitre 2. La dure réalité de la guerre et des hommes. Candide marchait depuis longtemps. Il ne savait pas vers où il allait, mais il voulait s'éloigner le plus possible du château de Thundertentronckh. La neige tombait en gros flocons et le vent glaçait son visage. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien à manger, et il dormait dans les champs, la tête posée sur la terre froide. Il est arrivé enfin dans une ville voisine. Il s'est arrêté devant une auberge. Deux hommes habillés en bleu, de grande taille, le regardaient avec curiosité. « Regarde, » disait l'un d'eux à son camarade. « Voilà un jeune homme bien fait, et qui a la taille requise. » Ils se sont approchés de Candide et l'ont invité à dîner avec beaucoup de politesse. « Monsieur, »
a dit l'un des hommes, vous avez l'air fatigué. Venez donc partager notre repas. Candide, avec sa simplicité habituelle, leur a répondu. Messieurs, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas d'argent pour payer ma part. Ah! Monsieur, a répliqué l'homme en bleu, les gens comme vous n'ont jamais besoin de payer. N'êtes-vous pas un défenseur des héros? N'aimez-vous pas le roi des Bulgares? Oh! Pas du tout, a répondu Candide. Je ne l'ai jamais vu. Je n'aime que mademoiselle Cunégonde. Peu importe. Ont-ils dit? Vous êtes un homme magnifique. Ils lui ont donné à boire, ils lui ont versé du vin, et soudain, ils lui ont mis des chaînes aux pieds et aux mains. Avant même de comprendre ce qui s'était passé, Candide était devenu soldat. On l'a emmené dans un camp militaire. Là, il a dû apprendre l'exercice. Il devait marcher à droite, marcher à gauche, lever le fusil, remettre le fusil. S'il faisait une erreur, il recevait des coups. C'est donc cela, la liberté? Se demandait Candide, le corps couvert de blessures. Peu de temps après, la guerre a commencé. Ce n'était pas une aventure glorieuse comme dans les livres de Pangloss. C'était une horreur absolue. Les canons faisaient un bruit de tonnerre et renversaient des milliers d'hommes. La mousqueterie ôtait du monde le plus de gens possible. Candide, qui tremblait comme un philosophe, s'est caché du mieux qu'il pouvait pendant cette boucherie. À la fin de la bataille, il a marché sur les ruines d'un village. Les maisons étaient en feu. Les habitants gémissaient dans les décombres. Candide était terrifié. Il voyait le sang, la mort et la souffrance partout. Où est le meilleur des mondes possibles? Criait-il en courant pour s'échapper. Est-ce que c'est pour cela que les nez sont faits pour porter des lunettes? Pour voir de telles horreurs? Il a fui vers la Hollande. Il pensait que dans ce pays riche et chrétien, il trouverait enfin la paix. Mais personne ne voulait l'aider parce qu'il n'avait pas les bonnes opinions religieuses. Finalement, un homme nommé Jacques, un honnête commerçant, a eu pitié de lui. Il l'a emmené chez lui a donné du pain et l'a soigné. Un jour, alors que Candide marchait dans les rues de la ville, il a croisé un mendiant. Cet homme était couvert de plaies, ses yeux étaient éteints, et il toussait violemment. Candide, touché par la douleur, s'est approché pour lui donner un peu de monnaie. L'homme l'a regardé et a murmuré son nom d'une voix brisée. Candide s'est arrêté, le cœur battant à tout rompre. Il reconnaissait cette voix, mais c'était impossible. Cet homme n'était plus qu'un fantôme de lui-même. Candide croyait avoir vu le pire de l'humanité, mais ce que ce mendiant allait lui révéler sur Cunégonde et le château était plus terrifiant que n'importe quelle guerre. Chapitre 3. La terre tremble à Lisbonne. Candide regardait cet homme avec effroi. C'était Pangloss, le grand philosophe, son maître bien-aimé. Mais dans quel état? Son nez était à moitié détruit, sa bouche était tordue par la maladie et il ressemblait à un squelette vivant. Est-ce possible? S'est écrié Candide. Est-ce vraiment vous, mon cher maître? Dans quel état vous voilà? Qu'est-il arrivé à mademoiselle Cunégonde? Pangloss a levé les yeux au ciel et a répondu d'une voix faible. Elle est morte, Candide. Le château a été attaqué par des soldats. Ils ont tout détruit. Personne n'a survécu. À ces mots, Candide s'est évanoui. Quand il est revenu à lui, il pleurait toutes les larmes de son corps. Mort? Tout est mort? Répétait-il. Maître, comment pouvez-vous encore dire que tout est au mieux dans ce monde? Pangloss, malgré sa souffrance, a essayé de sourire. Ce sont les malheurs particuliers qui font le bonheur général, mon enfant. Si le château n'avait pas été détruit, nous ne serions pas ici, en Hollande, à discuter de philosophie. Jacques, l'homme généreux qui aidait Candide, a payé pour soigner Pangloss. Puis, tous les trois sont montés sur un navire en direction de Lisbonne, au Portugal, pour les affaires de Jacques. Le voyage semblait calme au début. La mer était bleue et le soleil brillait. Mais soudain,
Le ciel est devenu noir. Une tempête effrayante a éclaté. Les vagues étaient aussi hautes que des montagnes. Le navire craquait de toutes parts. Les marins hurlaient, les passagers priaient. Jacques essayait de sauver un marin tombé à l'eau, mais une vague plus forte que les autres l'a emporté. Candide voulait se jeter à la mer pour le sauver, mais Pangloss l'a arrêté. « Ne faites rien, Candide, » disait le philosophe. Il était écrit que Jacques devait mourir dans ce port. C'est sa destination finale. À peine avait-il touché le sol de Lisbonne que la catastrophe a empiré. Un bruit sourd est venu du centre de la terre. Le sol s'est mis à bouger violemment. En quelques secondes, les maisons se sont écroulées, les églises sont tombées sur les fidèles, et le feu a commencé à brûler les débris. 30 000 personnes mouraient sous les décombres. Candide, blessé par des pierres qui tombaient, était allongé dans la rue. « Donnez-moi un peu de vin et d'huile, je meurs, » disait-il à Pangloss. « Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle, » répondait Pangloss sans bouger. La ville de Lima, en Amérique, a ressenti la même chose l'année dernière. C'est un mouvement naturel de la terre. Mais maître, aidez-moi au lieu de parler, suppliait Candide. Le lendemain, les autorités de la ville cherchaient une raison à ce désastre. Ils voulaient faire un grand acte religieux pour calmer la colère de la terre. Ils ont décidé de brûler quelques personnes en public. Ils ont arrêté Pangloss à cause de ses idées bizarres, et Candide parce qu'il l'écoutait. On a habillé Candide d'une robe jaune et on l'a forcé à regarder le spectacle. Pangloss a été pendu devant lui. Candide, lui, a été fouetté en rythme pendant que des prêtres chantaient. Le corps sanglant, l'esprit perdu, il se parlait à lui-même. Si c'est ici le meilleur des mondes, comment sont donc les autres? Si mon cher Pangloss a été pendu, si Jacques a été noyé, et si ma belle Cunégonde a été tuée, à quoi sert la philosophie? Il marchait avec difficulté, ses pieds saignaient sur les pierres brûlantes de Lisbonne. Il n'avait plus de maître, plus d'amour, plus d'espoir. Il regardait le ciel gris de fumée et attendait simplement la fin de ses souffrances. C'est alors qu'une vieille femme s'est approchée de lui. Elle ne disait rien, mais son regard cachait un secret que Candide n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Chapitre 4 – Retrouvailles et nouveau départ. Cette vieille femme n'avait pas l'air riche, mais elle avait un regard plein de compassion. Elle s'est approchée de Candide et lui a dit d'une voix basse. « Mon fils, prenez courage. Suivez-moi, mais ne dites pas un seul mot. » Candide, étonné, la suivit jusqu'à une petite maison isolée, loin du centre de Lisbonne. Là, elle l'a soigné. Elle lui donnait à manger, elle nettoyait ses blessures avec de l'eau fraîche et elle lui offrait un lit propre. Candide était tellement surpris qu'il ne savait pas s'il rêvait ou s'il était réveillé. Chaque fois qu'il voulait la remercier, elle répondait simplement. « Taisez-vous, mon fils. Mangez et dormez. » Le troisième jour, la vieille femme l'a emmenée dans une autre maison, plus belle cette fois. Elle l'a fait entrer dans une pièce sombre. Derrière un rideau, une femme attendait. Quand elle s'est retournée, Candide a cru mourir une deuxième fois. C'était elle. C'était Cunégonde. Elle n'était pas morte. Ses yeux brillaient malgré la fatigue. Elle était pâle, mais elle restait à ses yeux la plus belle femme de la terre. Ils se sont regardés sans rien dire pendant de longues minutes. Les larmes coulaient sur leurs visages. « Est-ce vous » a murmuré Candide. « Est-ce vraiment mademoiselle Cunégonde ?»« Oui, c'est moi » a-t-elle répondu d'une voix tremblante. Elle lui a raconté son histoire. Elle lui a expliqué comment elle avait survécu à l'attaque du château, comment elle avait été vendue à un marchand, puis à un capitaine de soldats. Elle appartenait maintenant à deux hommes puissants de Lisbonne, un riche banquier et un grand juge. Elle vivait entre deux vies, malheureuse et prisonnière. « Mais comment avez-vous su que j'étais ici ?» demandait Candide. La vieille femme m'a parlé de ce jeune homme qu'on fouettait en public et qui appelait mon nom. J'ai compris que c'était vous.
Pendant qu'il parlait, la porte s'est ouverte brutalement. C'était le banquier, le maître de la maison. Il était furieux de trouver un étranger avec Cunégonde. Candide, qui avait maintenant appris que le monde n'était pas parfait, n'a pas hésité. Il a tiré son épée et il a tué l'homme sur le coup. Quelques instants plus tard, le deuxième maître est arrivé, et Candide l'a tué également. « Oh mon Dieu !» criait Cunégonde. « Qu'allons-nous devenir? Vous avez tué 2 hommes importants. » « C'est vrai, » répondait Candide. « Quand on est amoureux, jaloux et qu'on a été fouetté par les prêtres, on ne réfléchit plus de la même façon. Ils ont dû partir immédiatement. La vieille femme les a aidés à trouver 3 chevaux. Ils sont partis au galop sous la lumière de la lune. Ils traversaient les montagnes d'Espagne pour rejoindre le port de Cadix. Candide espérait trouver un bateau pour l'Amérique. On dit que dans le Nouveau Monde, tout est différent, disait Candide pendant qu'il chevauchait. Pangloss me disait souvent que le bonheur est ailleurs. Peut-être que le pays où tout est bien est celui où nous allons. Cunégonde soupirait. Elle avait peur, elle était fatiguée, mais elle suivait Candide. La vieille femme, elle, ne se plaignait jamais, même si elle souffrait physiquement de ce long voyage. Ils sont arrivés à Cadix au moment où une flotte de navires se préparait à partir pour l'Argentine. Candide, grâce à son expérience de soldat chez les Bulgares, a obtenu le commandement d'une petite troupe. Ils sont montés à bord, le cœur plein d'espoir. Pendant que le navire s'éloignait des côtes d'Europe, ils regardaient l'océan immense. Ils croyaient que leur malheur était enfin terminé. Ils pensaient que l'Amérique les recevrait avec les bras ouverts et que la philosophie de Pangloss deviendrait enfin une réalité. Mais l'océan est profond, et les secrets de la vieille femme étaient encore plus sombres que les vagues qui frappaient le bateau. Chapitre 5 – L'Eldorado ou le mirage de la perfection. Le voyage vers l'Amérique n'était pas de tout repos. À Buenos Aires, Candide a dû se séparer de Cunégonde pour la protéger, car la justice le recherchait toujours pour les morts de Lisbonne. Il est parti vers les montagnes avec son nouveau valet, Cacambo. Cacambo était un homme très intelligent qui connaissait bien le pays. Il aimait son maître et il le conseillait avec sagesse. « Monsieur, » disait Cacambo, « si nous restons ici, nous allons mourir. Suivez-moi, je connais des chemins que personne n'utilise. » Ils ont marché pendant des semaines. Ils ont traversé des forêts sombres et des rivières dangereuses. Un jour, ils ont trouvé un petit canot abandonné sur le bord d'une rivière. Ils sont montés dedans et ils se sont laissés porter par le courant. L'eau était rapide, le canot passait entre des rochers immenses. Soudain, après un tunnel sous les montagnes, ils sont arrivés dans une vallée magnifique. Candide n'en croyait pas ses yeux. Le paysage était splendide. Les routes étaient pavées d'une matière qui ressemblait à de l'or. Les maisons étaient construites avec des pierres précieuses qui brillaient sous le soleil. « Où sommes-nous » demandait Candide. « Est-ce un rêve » ? « Je ne sais pas, » répondait Cacambo, « mais regardez ces enfants qui jouent là-bas. » Des enfants jouaient dans la rue avec des boules jaunes, rouges et vertes. Candide s'est approché et il a ramassé une de ces boules. C'était de l'or pur. Les pierres vertes étaient des émeraudes géantes. Les enfants les utilisaient comme de simples cailloux. Quand le maître d'école a appelé les enfants, ceux-ci ont laissé l'or par terre. Candide l'a ramassé et l'a donné au professeur. Le professeur a souri et l'a jeté par terre en riant. Il semblait penser que cet or n'avait aucune valeur. Candide et Cacambo sont allés manger dans une auberge. Le repas était délicieux. On leur a servi des perroquets, des poissons tropicaux et des fruits inconnus. Quand ils ont voulu payer avec les morceaux d'or qu'ils avaient trouvés par terre, l'aubergiste s'est mis à rire. « Messieurs, » a-t-il dit, « nous voyons bien que vous êtes des étrangers. Ici, nous ne payons pas pour manger. L'État s'occupe de tout. Et ces cailloux jaunes que vous avez dans les mains, cela ne nous intéresse pas. » Ils ont fini par être reçus par le roi de l'Eldorado. C'était un homme simple et bon. Il n'avait pas de garde autour de lui.
Il a embrassé Candide et Cacambo sur les 2 joues. Sire, a demandé Candide, comment se fait-il que votre pays soit si paisible? Où sont vos prêtres et vos prisons? Le roi a souri doucement. Nous n'avons pas de prison, car personne ne commet de crime. Nous n'avons pas de prêtres, car nous remercions tous Dieu chaque jour sans avoir besoin de quelqu'un pour nous dire comment faire. Nous sommes tous d'accord. Candide était au paradis. Il pensait à Pangloss. Ah! Si mon maître voyait ce pays, il ne dirait plus que le château du baron était le plus beau de la terre. C'est ici que tout est vraiment au mieux. Pourtant, malgré ce bonheur, Candide était triste. Cunégonde lui manquait. Il imaginait sa vie en Eldorado, mais il voulait être plus riche que les autres pour pouvoir l'impressionner. Mon cher Cacambo, a-t-il dit après un mois, nous ne pouvons pas rester ici. Si nous retournons en Europe avec quelques moutons chargés de cet or, nous serons plus riches que tous les rois du monde. Et je pourrai racheter Cunégonde. Le roi était triste de les voir partir. Vous faites une bêtise, a-t-il dit. On est bien là où l'on est heureux. Mais si vous voulez partir, je vais vous aider. Il a fait construire une machine spéciale pour leur faire passer les montagnes. Il leur a donné 100 moutons rouges chargés d'or, de diamants et de nourriture. Candide était l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Il regardait ses richesses et il souriait. Il pensait que son argent pourrait tout régler. Il croyait que le voyage de retour serait facile, mais il oubliait que la méchanceté des hommes est parfois plus forte que tout l'or du monde. Chapitre 6. Le retour et la rencontre avec Martin. Candide et Cacambo marchaient derrière leurs 100 moutons rouges. Ils étaient fiers de leur fortune. Mais le voyage hors de l'Eldorado était terrible. Les montagnes étaient escarpées, les rivières étaient glaciales. Un par un, les moutons mouraient de fatigue ou tombaient dans les précipices. Après quelques semaines, il ne leur restait plus que 2 moutons chargés d'or. Mon ami, disait Candide à Cacambo, vous voyez comme les richesses de ce monde sont fragiles. Il ne nous reste presque rien de l'Eldorado. Ce n'est pas grave, monsieur, répondait Cacambo. Il nous reste assez de diamants pour racheter toutes les femmes d'Amérique du Sud. Ils sont arrivés à la ville de Suriname. Là, Candide a eu une idée. Il a envoyé Cacambo chercher Cunégonde à Buenos Aires avec une partie de l'or. Allez la chercher, disait-il. Je vous fais confiance. Moi, je vais partir vers l'Europe et nous nous retrouverons à Venise. Seul à Suriname, Candide a rencontré un marchand néerlandais nommé Vanderdendur. Cet homme, voyant que Candide était riche et naïf, l'a trompé. Il lui a volé ses 2 derniers moutons et son or, puis il est parti sur son navire en laissant Candide sur le quai. Candide était désespéré. Il est allé voir un juge pour demander de l'aide, mais le juge l'a fait payer pour l'écouter, puis l'a menacé de le jeter en prison. « Ah! Pangloss !» criait Candide. « Vous ne m'aviez pas dit que les hommes pouvaient être aussi méchants. » Il a décidé de retourner en Europe. Il a cherché un compagnon de voyage, mais il voulait quelqu'un de vraiment malheureux pour discuter avec lui. Il a choisi un vieil homme nommé Martin. Martin était un savant, mais il n'avait plus rien. Sa femme l'avait quitté, ses enfants l'avaient oublié et il n'avait plus de travail. Pendant la traversée de l'océan, les 2 hommes discutaient sans arrêt. « Monsieur Martin, demandait Candide, croyez-vous que la terre a toujours été ainsi? Croyez-vous que les hommes se sont toujours tués, qu'ils ont toujours été menteurs et voleurs? Je crois, répondait Martin, que les hommes sont comme les éperviers. Est-ce que les éperviers changent de caractère? S'ils ont toujours mangé des pigeons, pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent? Mais l'homme a une âme et une liberté. Disait Candide. Pangloss me disait que, Pangloss vous trompait, coupait Martin. Le monde est une horreur. Dieu l'a abandonné. Regardez cet océan. Il est beau, mais il cache des milliers de poissons qui se mangent entre eux. C'est la loi de la nature. Un jour, ils ont vu 2 navires qui se battaient au loin. L'un des navires a coulé.
Candide a reconnu le bateau du marchand vendeur d'endure, l'homme qui lui avait volé ses moutons. Le marchand est mort dans l'eau. Vous voyez, s'est écrié Candide. Le crime est puni. Dieu a puni ce voleur. Peut-être, répondait Martin avec froideur. Mais pourquoi a-t-il fallu que tous les autres passagers du navire meurent aussi? Est-ce qu'ils étaient tous des voleurs? Candide ne savait pas quoi répondre. Il gardait dans sa poche un petit diamant qu'il avait réussi à cacher. C'était son dernier espoir. Il pensait à Venise, il pensait à Cunégonde, il pensait à Cacambo. Le bonheur doit bien exister quelque part, murmurait-il en regardant les vagues. Bonne chance pour le trouver, disait Martin en retournant à ses livres. Ils sont arrivés en France, puis ils sont partis vers l'Italie. Candide cherchait partout un signe de bonté humaine, mais partout, il ne voyait que de la jalousie, de la tristesse et des masques. À Venise, il a attendu Cacambo pendant des mois. Il allait tous les jours sur la place Saint-Marc, il regardait chaque bateau, chaque visage. Mais Cacambo ne venait pas. Candide commençait à croire que Martin avait raison. Il commençait à penser que l'optimisme était une folie. Mais il ignorait que la plus grande leçon de sa vie l'attendait sur les bords du détroit d'Istanbul. Chapitre 7 – La sagesse du jardin. Candide était à Venise, mais il n'avait plus de joie. Il cherchait Cacambo et Cunégonde partout, sans succès. Martin, de son côté, continuait de lui dire que personne ne viendrait et que le monde était une prison de tristesse. Mais un soir, alors qu'il dînait avec des étrangers, un homme s'est approché de l'oreille de Candide. C'était Cacambo. Il n'était plus riche, il ressemblait à un esclave. « Monsieur, a-t-il murmuré, préparez-vous. Cunégonde est à Constantinople. Elle est esclave, elle a perdu sa beauté, mais elle vous attend. » Candide n'a pas hésité une seconde. Il a utilisé ses derniers diamants pour racheter Cacambo et ils sont tous partis vers la Turquie. Pendant le voyage sur la mer, Candide a eu une autre surprise incroyable. Parmi les prisonniers qui travaillaient sur le bateau, il a reconnu deux visages familiers. C'étaient Pangloss et le frère de Cunégonde. On ne les avait pas tués à Lisbonne, ils avaient survécu par miracle, mais ils étaient maintenant enchaînés. Candide, avec la bonté qui le caractérisait toujours, a racheté leur liberté. « Ah! Mon cher Pangloss, disait Candide. Vous voilà. Croyez-vous toujours que tout est au mieux? Je le crois toujours, répondait Pangloss, car je suis un philosophe. Il n'est pas convenable pour moi de changer d'avis. Quand ils sont arrivés au bord de la mer de Marmara, ils ont trouvé Cunégonde. Candide a eu un choc terrible. Elle avait le visage ridé, les yeux rouges et la peau sèche. Elle était devenue laide et elle avait un caractère difficile. Candide a ressenti une immense tristesse, mais comme il était un homme d'honneur, il l'a épousée quand même. Ils ont acheté une petite métairie, une ferme, pour vivre tous ensemble, Candide, Cunégonde, Pangloss, Martin, Cacambo et la vieille femme. Mais la vie n'était pas facile. Ils n'avaient plus d'argent. Ils passaient leur journée à discuter. Pangloss voulait toujours expliquer le monde, Martin voulait prouver que tout était horrible, et les autres se plaignaient de leur sort. L'ennui était devenu leur pire ennemi. « Je voudrais savoir, disait la vieille femme, ce qui est pire, avoir vécu toutes nos horreurs ou rester ici à ne rien faire. » Personne ne savait répondre. Un jour, Candide est allé se promener. Il a vu un vieil homme qui se reposait sous un oranger devant sa maison. « Monsieur, a demandé Candide, possédez-vous une grande fortune? » « Non, a répondu le vieillard. Je n'ai que ce petit jardin. Je le travaille avec mes enfants. Le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. Candide est revenu chez lui profondément pensif. Il a réuni ses amis. Le vieillard a raison, a-t-il dit. Au lieu de parler, nous devons agir. Nous devons travailler. Chacun s'est mis à la tâche.
Cunégonde est devenue une excellente pâtissière. Cacambo s'est occupé des légumes. La vieille femme a pris soin du linge. Même Pangloss a essayé d'aider, même s'il continuait de parler. Un soir, Pangloss s'est approché de Candide et lui a dit « Voyez, mon cher Candide, tous ces événements sont liés. Si vous n'aviez pas été chassé du château, si vous n'aviez pas perdu vos moutons de l'Eldorado, vous ne seriez pas ici à manger des pistaches dans votre jardin. Tout est donc pour le mieux. » Candide a regardé ses mains sales à cause du travail de la terre. Il a regardé ses amis qui semblaient enfin apaisés. Il a souri avec une sagesse nouvelle, une sagesse simple et vraie. Il a interrompu son maître et lui a répondu une dernière fois « C'est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. » L'histoire de Candide se terminait là, dans le silence d'un après-midi de printemps. Il avait enfin trouvé, non pas le meilleur des mondes, mais sa propre place dans celui-ci.